Voilà qu'un cycle prend fin. Celui que nous avons entamé au printemps dernier, avec la culture des semis, dont nous avons ensuite fait la mise en terre, puis tenté de protéger contre les principaux ravageurs, et puis nourri de matière organique, pour nous mener à aujourd'hui, où il est enfin temps de récolter les fruits de ce que l'on a semé. C'est dans cette émission, avec Louis-Philippe de Grandpré et Wina Forget, que nous célébrons ensemble cette abondance, ainsi que les différents moyens pour la conserver tout au long de la saison froide. Allô Ina, allô LP, Hello. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît très occupé dans vos 1000 projets. C'est un privilège pour nous d'être là aujourd'hui. Donc, vous êtes les deux fondateurs, fondatrices d'un OSBL. Avec Sabrio. Avec Sabrio, oui. OK. Qui se nomme Les Jardins du jour d'après. D'abord, c'est quoi un OSBL et ensuite, pourquoi ce nom? Une OSBL, en fait, c'est un organisme sans but lucratif et ça permet d'avoir une mission qui peut être sociale, qui est pas dans l'optique de faire de l'argent, dans le fond. Puis dans le cas qui nous concerne, les Jardins du jour d'après, c'est une OSBL pour faire de l'éducation relative à la paysannerie nordique. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est capable de transmettre des connaissances sur les différentes techniques qui nous permettent de cultiver notre propre nourriture, l'entreposer, la congeler, la déshydrater, etc. Mais dans une optique d'éducation, donc pour renouer avec ces savoirs qui ont été perdus suite dans les 50 dernières années. Là. Ça, c'est un peu la mission, dans le fond, ouais. J'imagine, une mission éducative à travers ça. Mais le nom, on dirait, moi, je le trouve quand même évocateur. Ça sonne un peu... quand que l'apocalypse va arriver, ben nous autres, on va être prêts. C'est-tu un peu ça, le symbolisme derrière? Ou... Oui, c'est ça. Donc, les jardins du jour d'après, donc c'est après lorsque ce système tombera, on l'espère, il y aura des jardins pour continuer à nourrir les communautés. Puis Louis-Philippe disait un peu à la blague, après le grand soir, donc après la grande révolution, il y a le grand banquet. Et nous, on fera la nourriture pour le grand banquet. Donc on va, on cultive dans l'idée d'être un peu ce qu'on voudrait voir en dehors de ce système, donc ne pas dépendre des grandes chaînes, puis être autosuffisant autant que possible. Ça fait aucun sens qu'on achète des oranges en plein mois de janvier ou des bananes. Je veux dire, j'en mange des bananes, des oranges, mais tu sais, il faudrait dans une optique prochaine qu'on puisse se satisfaire de la nourriture qu'on est capable de faire pousser dans la saison avec les techniques de conservation pour donner un break à la planète, en fait. Le transport, ça pollue énormément. Là, que ta banane vient du Costa Rica, parcourt un nombre X de kilomètres qui tout ça s'en va dans l'atmosphère, puis on court après notre perte. Là. Alors qu'il y en a des fruits qui poussent ici, c'est juste pas ceux qu'on est peut-être habitué de retrouver à l'épicerie. Ouais, les pommes, là, pommes, quand tu viens pas du Québec, tu manges une pomme, là, c'est bon. On a la chance d'avoir, des fruits, des baies, des bleuets, qui peut nous alimenter pour le restant de l'hiver. Là, on a la chance d'avoir des congélateurs aussi aujourd'hui, c'est des techniques qui... Et l'électricité. Fait qu'on utilise un peu les techniques d'antan avec les technologies pour nous faciliter la vie, pour qu'on puisse avoir aussi du temps pour profiter de la vie. Ouais, parce que la subsistance, c'est quand même... c'est pas de tout repos, hein. C'est beaucoup de travail, là. Puis ça fait combien de temps que vous avez commencé ce projet-là? Je dirais, en fait, le terrain, c'est ça. C'est que l'OSBL est comme est lié au terrain en question parce que on a commencé avec un de mes amis, c'est le Lab Paysan que ça s'appelait, c'était des capsules éducatives qu'on faisait dans le jardin, puis ça tombait qu'on implantait notre design permaculturel, forêt nourricière, en même temps. Donc, on basait nos transmissions de connaissances à travers le verger. Pourquoi on l'a planté de cette manière-là? Donc, c'est un peu comme ça que tout ça a démarré, en lien avec le terrain. Puis moi, personnellement, j'ai un background, j'ai étudié en production horticole, j'ai fait un DEP là, suite à mes études universitaires. Puis, ça m'a permis
d'acquérir des connaissances que j'ai envie de transmettre ou qu'on a envie de transmettre Puis, avec l'expérience qu'on développe sur ce terrain ici. Pour revenir à la question de quand on a commencé le projet, l'OBNL a été fondé en 2020, mais on a commencé l'aménagement de la petite fermette en 2018. Avant la construction de la maison, parce que avant qu'il y ait une maison, qu'il y ait un garage maintenant en construction, il y avait rien. Non, ouais, il y avait rien. On a acheté une petite roulotte, on a mis une roulotte sur le terrain. Ça nous a permis de passer nos étés ici, de faire les jardins, le verger, le design permaculturel. Parce que quand tu commences un jardin, ben, c'est du gazon, il faut que tu détournes tout. Il a fallu qu'on fasse les planches en pelletant, mettre des bâches occultantes. Tu sais, il y avait quand même tout un premier travail la première année. Puis nous, on s'était dit, on achète ce terrain-là, mais on fait rien la première année. On observe les aléas de la nature. Donc, ça a été quand même intéressant d'avoir une année complète avant de planter notre verger en fonction du vent, du soleil, etc. Mm-hmm. L'observation, c'est pas un principe de permaculture, ça, hein, pour prendre des bonnes décisions par la suite, j'imagine. Tellement. Ouais, on s'en inspire beaucoup là, de la permaculture. Là. C'est vraiment central dans le projet Les Jardins du jour d'après. Puis c'est quoi les différentes activités? Tu sais, on parle d'autosuffisance, mais c'est principalement quoi? Des légumes, des fruits? Est-ce qu'il y a aussi des animaux pour la viande? Donc, on fait nos légumes, une bonne partie de nos légumes pour l'année. Donc là, depuis quelques années, on est de plus en plus autosuffisant au niveau des fruits également. On a des œufs avec nos poules pondeuses, puis on a des coques à chair qu'on appelle, donc des coques, des poulets qu'on va on va faire l'abattage à la ferme, puis on va avoir notre poulet pour l'année. Puis ça ressemble à quoi, justement, tu sais, cette espèce de périple, cette aventure-là, à chaque saison? J'imagine que l'hiver, c'est on se repose, puis on en profite, puis on mange tous les fruits de nos efforts passés. Mais si on fait un rapide survol des différentes saisons au printemps, c'est les semis, j'imagine, la mise en terre des semis. Après ça, l'été, c'est fertilisation, lutte aux ravageurs, amendement. En fait, il faut voir tout ça comme un mode de vie aussi. Là. Chaque année, ça se reproduit. C'est toujours la même chose. Plus tu le fais, plus tu as de la facilité à le faire. Mm-hmm. Comme tu dis, il y a le printemps, toutes les démarches avec les semis, réfléchir le projet, qu'est-ce qu'on va mettre où. Puis c'est ça, l'été, les ravageurs, amendements. Puis là vient la période de rush, de transformation, où que là, tu dois tout mettre soit dans ton congélateur, soit dans des bocaux en autoclave, en lactofermentation, faire sécher pour avoir des trucs du jardin pendant l'hiver. Donc, c'est vraiment comme un rush intense pour finalement, comme tu dis, se reposer pendant l'été, puis avoir le bonheur pendant l'hiver, dis-je, et avoir le luxe de manger des aliments d'une qualité exceptionnelle que toi-même t'as fait pousser. C'est vraiment, ça vaut vraiment de l'argent. C'est satisfaisant. Vraiment. Est-ce que c'était ça un peu le locomotive initial, tu sais, l'espèce d'élément déclencheur ou de motivation à faire ce choix-là, ce mode de vie-là? Est-ce que c'était de pouvoir manger des aliments dont vous connaissiez la provenance? Est-ce que c'est venu avec l'achat du terrain parce que ça allait de soi? Ben, moi, je dirais que Mina et moi, on a un parcours militant là, où on a été à l'université, on a fait la grève, on est des enfants de la grève de 2012. Ces années-là ont vraiment été révélatrices là, au niveau de plein de conscience sociale et politique. On a réalisé qu'on vivait dans un monde globalisé où est-ce que tout avait un impact sur l'environnement. On a réfléchi, on a refait le monde pendant ces années-là, puis on s'est dit comment on peut avoir de l'impact réel s'il y a quelque chose on peut avoir un certain pouvoir positif, si on veut, là. C'est vraiment de faire les choses par soi-même, d'apprendre de tes mains, puis de les utiliser dans un but qui est finalement
selon moi, la meilleure chose qu'on soit capable de faire en tant qu'être humain, genre, sur lequel on a un pouvoir, là, c'est bien l'alimentation. L'idée, c'était de vivre en cohérence avec nos valeurs autant que possible. Puis pour nous, vivre en cohérence avec nos valeurs, mais c'était être le plus possible autosuffisant. Aussi dans l'idée de travailler la communauté, donc on produit, mais on produit toujours un peu plus, on partage, on en donne à nos amis, on fait des échanges. Un croque ensemble, l'organisme d'aide alimentaire. D'aide alimentaire. Moi, je vais intégrer ma famille, il y a ma mère, mon frère qui vient nous aider. Donc, il y a quelque chose de aussi, on est deux, on est un couple qui portons ce projet-là, mais ça s'inscrit dans l'idée d'une communauté solidaire. Donc, on a des amis proches de nous qui viennent souvent nous aider, qu'on va échanger avec eux nos récoltes. Donc, c'est pour nous, mais c'est aussi une façon de voir la communauté. Une petite révolution au quotidien qui est aussi rassembleuse. Ouais. Mais on se rend compte aussi qu'en faisant les choses par nous-mêmes, c'est dur. C'est extrêmement sur le corps, là. Je veux dire, on a perdu l'habitude de travailler physiquement. Donc, tu sais, pour moi qui viens de la ville, qui développe ça, il a fallu une certaine période d'adaptation là, à comprendre, tu sais, comme bien faire les mouvements en désherbant. Je veux dire, ça met en forme aussi. C'est pour vrai, c'est un mode de vie qui est sain pour nous. Puis, tu sais, qui dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, mais ça prend tout son sens. Après, faut trouver l'équilibre parce que un projet d'autonomie alimentaire, comme on fait avec un petit peu d'éducation populaire, donc on va chercher quelques subs par-ci par-là, mais vraiment rien d'assez substantiel pour nous faire vivre. Donc on a besoin d'avoir des travails en dehors de notre projet. Des travails salariés, donc on va avoir des emplois. Donc l'hiver on se repose, mais on a aussi des emplois salariés. Faut arriver à naviguer à travers ça. Comment on est capable d'arrimer notre désir profond d'avoir un projet d'autonomie alimentaire, tout en étant capable d'avoir des emplois qui nous permettent de... Après, c'est pas obligé d'être des emplois salariés, ça peut être de l'entrepreneuriat ou ça peut être d'autres choses, mais d'avoir d'autres moyens, d'avoir des rentrées d'argent pour être capable de subvenir autrement à nos besoins, donc en payant des bills, hein, comme tout le monde. Et c'est ça qu'on est en train de, tranquillement avec les années, de découvrir ensemble. Donc, comment on fait pour se libérer du temps pour notre projet, tout en gardant du temps pour un emploi rémunéré, tout en gardant du temps pour se reposer. C'est là la réflexion, la grande question, parce que on dit souvent autosuffisance, puis moi c'est un terme qui récemment me fait me questionner en fait, parce que pourquoi parlerait-on pas plutôt d'intersuffisance? Parce que justement en étant deux personnes, puis c'était la prochaine question que je voulais vous demander, c'est une immense charge de travail, puis est-ce que vous arrivez à faire tout seul à deux, ou il y a de l'aide extérieure, tu nommais ta famille tantôt, mais est-ce que c'est nécessaire ou vous pourriez faire tout à deux là? Non. Ben, si on était les deux libérés de tout emploi, oui, je crois que c'est réaliste. Mais définitivement, on a besoin d'aide en ce moment, puis on va en avoir besoin de plus en plus parce que on a planté un verger qui est en train de commencer à donner une trentaine d'arbres là, au total, arbres fruitiers, là, pruniers, poiriers, pommiers. Fait que dans quelques années, encore plus, on va avoir besoin d'aide pour transformer, gérer cette nourriture. On veut pas la perdre, là, il faut l'accueillir. Là. Donc, on est en train, Wina et moi, d'essayer de réfléchir comment on va être capable de conjuguer ça. T'sais. Est-ce que ça serait avec l'aide de Woofer, par exemple, qui est le concept d'accueillir des personnes chez soi dans le but d'avoir une aide de sa part contre un toit et la nourriture. Puis je pense qu'il va y avoir peut-être cette idée-là là, de ramener, ou que quelqu'un, un couple par exemple, qui pourrait aussi, qui n'a pas nécessairement un grand terrain, qui voudrait
partager cette charge de travail en venant travailler puis nous aider avec ça. Tu sais, il y a quand même des pistes de réflexion qu'on est en train d'entrevoir parce que pour vrai, c'est extrêmement demandant, surtout sur le couple aussi. Il y a des moments de fatigue où on est un peu tanné de faire d'autosuffisance alimentaire. Pour vrai, là, des fois, je me questionne, ça vaut-tu vraiment la peine? Tu sais, quand le sac de patates à l'automne il est quasiment 3 piastres, là, puis que toi, t'es enlevé les Dorifort à tous les matins avec ton café, genre, puis que, tu sais, mais tu vois, ça... Mais plus souvent qu'autrement, je reviens à dire, ben oui, ça fait tout son sens, parce que si j'imaginais, là, ça fait 4 ans qu'on mange certains légumes l'hiver, si j'imaginais qu'il fallait que j'achète des carottes, ou des pois, tu sais, des oignons, de l'ail, surtout c'est un bon exemple, parce que il y a toute une différence entre l'ail produit par soi-même en pleine terre versus l'ail de Chine ou d'Espagne. J'envierais mon passé d'avoir mes propres légumes. Fait que dans la balance, on est plus content de ce qu'on produit que le négatif. Là, mais après, on n'est pas... tu sais, il y a des gens qui parlent d'autosuffisance alimentaire et qui veulent produire tout. Donc, leur farine, leurs huiles, leur beurre, l'entièreté de leur viande. Nous, on n'est pas là. Quand on parle d'autosuffisance, pour nous deux, c'est au niveau des légumes, au niveau des fruits, les œufs et un tout petit peu de viande. Mais notre idée de l'autonomie alimentaire n'est pas globale. Donc, on va pas produire du chanvre pour produire nos vêtements nous-mêmes. On va pas faire notre propre bois de chauffage. On va pas faire notre huile de tournesol. Donc, faut quand même relativiser, là, mais c'est déjà énorme de produire nos légumes puis nos fruits pour l'année, là, pour vrai. Surtout dans un système hybride tel que le vôtre, où est-ce que vous avez des emplois à l'extérieur, parce que vivre de l'agriculture aujourd'hui... Tu peux facilement te payer 4 piastres de l'heure là, quand t'es maraîcher, là. 4 piastres de l'heure quand il y a l'inflation dans le tapis, là, tu sais, c'est... Dans le sens que c'est pas très payant d'être maraîcher. C'est un besoin essentiel aussi. Je veux dire, il y a une limite à ce que les gens peuvent payer pour subvenir à leurs besoins de base, qui est de se nourrir. Ouais, puis tu sais, on comprend, là, je veux dire, entre une carotte bio, une carotte d'épicerie, je veux dire, le prix est considérablement plus élevé quand tu achètes du maraîcher. Mais c'est pour ça, nous, on n'a jamais aussi bien mangé de notre vie que depuis qu'on fait ce projet-là. On n'a jamais mangé autant de légumes et de fruits frais, biologiques, qui sont aussi encore plus, ils ont plus de vitamines, de minéraux parce qu'on les cueille, on les mange directement. Donc, pour la santé, on n'a jamais mangé aussi bien de toute notre vie. Ça, faut se le rappeler. C'est quand même c'est central dans notre décision de faire pousser nos légumes. Tu sais. Essayer d'avoir un mode de vie sain, puis ça en fait partie de l'alimentation. Donc, c'est vrai, comme il a dit, on mange là, c'est incroyable. Là. C'est vraiment réjouissant là, d'avoir accès à toute cette nourriture-là. La satisfaction à l'état pur. Puis tu sais, aussi... on peut croire que des aliments qui ont poussé sur le territoire dans lequel nous, êtres vivants, on s'inscrit, ben sont davantage adaptés pour ce qu'on a de besoin, en fait. Tu sais. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce mode de vie-là, ça serait quoi, rapidement? Moi, je dirais, il y a une chose qu'on a fait que je trouve judicieux avec le temps, c'est qu'on a planté on a vu à long terme. Donc, on n'a pas seulement planté des choses qui allaient produire rapidement. On s'est dit, on plante des arbres, on plante certains végétaux qui vont produire dans 10 ans, qui vont produire dans 15 ans, voire. Puis, les années passent vite quand on a ce mode de vie-là. Et ça, je trouve ça beau.
cette idée de on veut pas tout maintenant. On produit certaines choses pour avoir de la nourriture maintenant, mais on a planté plein de végétaux qui vont produire vraiment plus tard, et même on a planté des choses pour les générations futures. Donc on a planté 25 érables à sucre, mais on va jamais les récolter. Mais les générations futures, on a planté des arbres à noix qui vont produire dans 15-20 ans. Mais ouais, peut-être que ça sera nous qui va les récolter, mais ça va peut-être être les générations futures. Puis ça, je trouve ça beau. C'est comme notre petite trace qu'on laisse à l'humanité. Ouais. Mais moi, si j'avais un conseil à dire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce mode de vie-là, avant de planter des arbres fruitiers, réfléchissez à la quantité de ce que vous pouvez manger, une approximation, ou essayer de voir dans les livres, tu sais, je veux dire, combien de légumes on mange dans une année, puis aussi d'évaluer qu'est-ce que tu aimes manger. C'est quoi les fruits que t'aimes? Nous, avec le temps, en tout cas, je découvre qu'il y a des choses que j'aime pas. Que t'as planté. Que j'ai planté. Là, comme le cassis, par exemple, je sais pas quoi faire avec. Là, on vient de le mettre dans un alcool fort. Là, j'y trouve un sens. Mais manger comme ça, tu sais, je mettrais autre chose à la place. C'est très surette. Donc, bien choisir la quantité qu'on peut manger dans une année, et ce qu'on aime manger aussi, là, tu sais, d'aller voir les autres, puis goûter à des poires, parce qu'il y a ça aussi, on est dans un milieu nordique, donc il y a des trucs qu'on n'est pas capable d'avoir. Il y a les fruits grossissent pas nécessairement aussi gros qu'ils pourraient dans le sud du Québec. Donc il faut qu'on teste des variétés. Ah, celle-là, elle est bonne dans un climat froid. Donc Puis ça, c'est un truc qui est le fun aussi à partager comme information. Là. Ouais, et pas se décourager. Donc, chaque année, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas fonctionner. Puis c'est toujours des essais-erreurs, puis des tests. Donc, nous, comme le maïs, on a produit plusieurs années des variétés de maïs qu'on n'aimait pas, qui étaient pas bons, jusqu'à temps qu'on trouve la variété qu'on arrive à mener à terme, qui est sucrée puis qui est bonne. Donc, on fait les ratons laveurs mangent pas. J'allais dire. Cette année, on les a cueillis mûrs, puis les ratons laveurs les ont pas mangés. Ils sont déçus. Sûrement que les chiens y aident un peu là, pour se défendre les maïs. Magnifique. Est-ce qu'on va les visiter, ces jardins-là? Oui! Wow! Donc, ici, on a le jardin des annuels, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la partie qui, en fond, qu'on sème au printemps, on récolte à l'automne, puis après ça, c'est terminé. Puis on est au mois de septembre. Donc, fin septembre, c'est le temps de faire les récoltes. On a faire un peu du gel, fait qu'on s'assure que les tomates, soit qu'on les abrime, soit qu'on les récolte pour qu'ils les fassent vieillir à l'intérieur, c'est-à-dire mûrir à l'intérieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient récolter? On va récolter les piments forts et les piments d'Espelette avant les gels, parce que on est rendu là. Alors, on est rendu dans la cuisine, on a rassemblé nos belles récoltes de tantôt. Puis, face à toute cette abondance, vient nécessairement la transformation et la conservation pour qu'on puisse en avoir dans les mois froids, comme on disait tantôt. Donc, on va commencer avec la congélation.
Donc, pour nos petits fruits, toute l'année, on a récolté nos framboises, nos fraises, nos bleuets, etc. Puis, au jour le jour, on fait une petite récolte. C'est très simple, on les met sur la plaque, comme ça. On étale ça un peu comme ça. Puis là, on va mettre ça au congélateur. Quand les framboises sont bien congelées, on sort la plaque, on met ça dans un sac Ziploc. On enlève l'air avec une paille ou à la bouche du sac Ziploc. On écrit l'année de la récolte, puis on remet ça au congélateur. Puis de faire ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça les empêche de coller ensemble. Ouais, c'est ça. Parce que quand on se ramasse avec un gros bloc, c'est pas pratique à cuisiner. C'est pas pratique à cuisiner. Puis dans la congélation, là, avec les petits fruits, ça s'apprête bien. Mais avec les légumes aussi, comme vous disiez tantôt, vos brocolis, vos choux-fleurs. On les blanchit, en fait. Là, on les met, tout dépendant du légume, mais environ 3 minutes, donc peut-être 2 minutes à l'eau bouillante. Et après ça, on le transvide dans le l'évier avec de l'eau très froide et des glaçons. Fait que ça vient saisir la cuisson. Puis après ça, évidemment, on retire le maximum d'eau on peut même s'aider à l'aide d'une guenille ou un Scott Towel et on met ça en sachet. Fait que là, il nous reste les carottes au caveau. Oui. Hey. L'avenir, les rêves, la suite des choses pour les jardins du jour d'après, c'est quoi? On rêve de développer des journées, des soirées visites permaculturelles, éducation populaire avec des soirées culturelles, des soirées artistiques. Donc, on aimerait éventuellement organiser des cabarets de poésie, de contes, des soirées performances. Puis on inviterait les gens à venir plus tôt pour faire une tournée d'éducation à la permaculture nordique et suivre leur soirée de façon artistique. Un métissage de vos deux univers. Un métissage de vos deux univers.